c'est la stratégie que j'ai utilisée. Vraiment, je ne le regrette pas aujourd'hui. Avant de passer à l'action et d'y aller tête baissée, formez-vous un minimum. Quittez pas votre boulot sur un coup de tête. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ton Premier Pas. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Anthony ici à Reims. Un plaisir également. Dans un bel hôtel, un super bel hôtel bien sympathique, comme on sait bien faire à Reims. Alors on va parler de plusieurs choses aujourd'hui, entrepreneuriat surtout. Oui. On va parler d'un super beau livre, on va revenir juste après. Rapidement, Anto, est-ce que tu peux te présenter rapidement, parce que je pense que tu pourras dire plus en dire sur ton histoire après, mais Okay. Qui tu es, voilà, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie. Pas de problème. Déjà, je te remercie de m'accorder cette interview. Ça fait vraiment plaisir. Et pour me présenter, vite fait, Anthony Pulby, j'ai 33 ans. Je suis un entrepreneur, j'ai plusieurs activités. Une entreprise de trottinettes électriques, j'ai une entreprise de services spécialisée dans les crèches. J'ai écrit un livre qu'on va parler aujourd'hui et j'ai fait pas mal de dropshipping. Ok, donc pas mal de choses, comme on dit aujourd'hui, serial entrepreneur. Serial entrepreneur, Serial ouais. entrepreneur. Même si j'aime pas trop le mot, on va prendre ça, on va dire, Ouais, parce que je c'est ça. fais pas mal de choses. De toute façon, ouais, quand on est entrepreneur, en général, on fait toujours plein de choses. Ouais, parce que sinon tu t'ennuies après. Tu Ouais, fais c'est quoi? ça. Bah oui, c'est Exactement. ça. C'est La exactement. vie est courte, faut en profiter. Exactement. Super. Eh bien, moi, ce que j'aimerais bien vous raconter, c'est un petit peu notre rencontre. Qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à faire cette vidéo? Pourquoi je suis là? Bonne question. Ça fait 2 ans, je crois, 2018 qu'on se connaît. Oui, 2018, j'étais encore à Decathlon à l'époque. Ah ouais, t'étais encore à Ouais, Decathlon quand à t'étais l'époque. venu me voir, ouais, j'étais à l'époque à Decathlon. C'était à peut-être 300 mètres d'ici, place ouais, Verlon. c'est ça, exactement. Ouais. Tu avais un rendez-vous avec un ami entrepreneur à l'époque. C'est ça, ouais. Et puis on a eu un échange à ce moment-là. Et puis c'est super parce qu'en fait Anthony me suit en fait depuis ce jour-là, même si on n'a pas fait affaire ensemble à ce moment-là dans un business qu'on avait échangé. Mais ce qui est super avec Anto, c'est qu'il m'a toujours soutenu en fait dans mes différents projets, même s'il les a pas intégrés, il les a toujours respectés. Et il a toujours pris des nouvelles, il m'a toujours soutenu. Et je pense que les relations comme ça, créées de cette façon, ça fait des belles choses parce que la preuve aujourd'hui… on est encore là aujourd'hui. Qui aurait dit ça 2 ans après? C'est fou. Exactement. Et puis je pense qu'on a des choses sympas encore à faire ensemble. J'espère. On a la même façon de voir les choses, donc il n'y a pas de raison. Donc aujourd'hui, on va parler de ce fameux livre d'entrepreneuriat, de projet entrepreneurial. Alors juste, on va rappeler un petit peu peut-être le contexte actuel. Voilà, le contexte, on filme cette vidéo dans un contexte un peu particulier. Alors on ne sait pas si c'est encore le coronavirus, si c'est plus le coronavirus. Ouais. En tout cas, on vit une crise économique aujourd'hui au niveau de l'emploi, une crise au niveau des entreprises. On voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui ferment et qui vont fermer parce que là je crois qu'il y a bientôt l'URSSAF à payer pour les entreprises et c'est le report des charges en fait du mois de mars. Et donc du coup, on va avoir des charges à payer des entreprises qui vont couler. Donc on peut se poser la question de se dire est-ce que l'emploi aujourd'hui est encore, l'emploi, le salariat, est-ce qu'il est encore est-ce que c'est une source de sécurité autant qu'elle l'était il y a plusieurs années? Ouais, c'est vrai que c'est une vraie question, ça, tu soulèves là-dessus. C'est une vraie question aujourd'hui. Et alors il y a des entreprises qui ferment, mais toi tu vas prôner un message justement à travers ce livre et à travers tes convictions, c'est que justement toi tu as une lueur d'espoir, tu as une opportunité à proposer, c'est de créer sa propre entreprise, c'est avoir son propre projet et de créer sa propre entreprise. C'est ça, oui. Quitte à subir un licenciement, autant qu'il serve à quelque chose pour rebondir sur une nouvelle aventure et pourquoi pas l'entrepreneuriat, quoi. Ouais. Donc ça c'est super, toi tu es complètement convaincu que justement, même si on pourrait dire avoir un projet c'est pas sécuritaire, avoir un projet entrepreneurial c'est pas, c'est des risques, mais on va voir que on peut prendre des risques mesurés. C'est ça, très bien, c'est exactement le mot, c'est risques mesurés, et forcément rien n'est facile. L'entrepreneuriat c'est pas l'échappatoire où tout va bien se dérouler comme on le voit souvent sur internet. Il faut prendre des risques, mais les risques mesurés, quoi. Hyper important. Ouais, je le dirai jamais assez. Et bien donc du coup, ce que je propose, c'est que avant de parler un peu plus de ce livre, de ce projet, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, comment est-ce que tu en es arrivé là, comment tu en es arrivé finalement à écrire un livre comme ça? Ouais. Ok, du coup, ça va pas être une histoire très longue, hein. J'ai que 33 ans, donc j'ai pas 10 000 choses à raconter.
En tout cas, voilà, j'ai eu un parcours classique, j'ai fait des études. On m'a dit quand j'étais jeune, plus tu feras d'études, plus tu auras un bon travail, mieux sera ton salaire et tout. Donc j'ai écouté, j'ai suivi, j'ai fait mes études dans le domaine des RH. Ensuite, j'ai cherché mon premier emploi parce que quand tu arrives à la fin de tes études, faut bien bosser. Donc j'ai eu la chance d'être embauché dans une superbe entreprise, du coup Decathlon. J'aimais le sport, j'étais un gros passionné de sport. À l'époque, je faisais du bodybuilding, je m'entraînais 6 fois par semaine. Une entreprise qui te dit nous, on vend du sport, donc viens chez nous. Franchement, c'était le job rêvé pour moi. Donc, entreprise super géniale. J'ai commencé comme responsable de rayon. Je devais avoir 25 ans à l'époque. Et du coup, premier job, on me donne un rayon qui fait plusieurs millions d'euros, des salariés à gérer qui sont plus âgés que moi. Un gros challenge dès le début de ma carrière. Puis petit à petit, j'ai évolué chez Decathlon. On a de la chance, c'est une entreprise, si on bosse un minimum, on peut évoluer dans le groupe. Donc je suis passé par un poste de responsable service client, responsable d'exploitation, jusqu'à la direction de 2 magasins dans la région de Reims. Le magasin de Reims et le magasin d'Épernay où j'étais directeur. De 2 magasins qui faisaient à peu près 20 millions d'euros, 80 personnes à gérer quand on a à peine 30 ans. Waouh. Ça fait peur. Alors je te coupe, mais on pourrait se dire, mais il y a plein de gens qui vont se dire, mais ça y est, il a réussi sa vie déjà, ça y est, il doit bien gagner sa vie, responsable de 2 magasins chez Decathlon, il a la réussite que toute maman veut pour son gamin. Je peux te dire, excuse-moi, que ma mère avait des étoiles dans les yeux quand je lui ai dit que c'est bon, que j'étais directeur, et pour elle, j'allais faire toute ma vie chez Decathlon. Ouais. Je te laisse imaginer le jour où je lui ai dit, je démissionne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi il y en a plein qui doivent se poser la question. Pourquoi tu as fait une croix là-dessus et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? En fait, c'est simple, j'ai toujours eu envie au début d'entreprendre et de faire quelque chose en fait, de me retourner et me dire tiens, j'ai fait ça, c'est de mes propres mains. Et je voulais le faire en quittant mes études, mais j'ai eu peur. Je te cache pas que c'était compliqué de se dire je quitte mes études, je rentre directement dans l'entrepreneuriat, j'y connaissais rien, donc j'avoue que j'ai un peu flippé. Et comme la plupart des gens, j'ai pris la voie de secours, en tout cas la voie la plus sécuritaire avec le CDI et je suis parti chez Decathlon. Et à un moment donné, ça faisait 5 ans et demi que j'étais chez Decathlon, je me suis dit mince, là tu as une bonne carrière, on me proposait encore d'évoluer chez Decathlon. Mais il me manquait un truc, il me manquait de me lever le matin et de me dire je fais vraiment quelque chose pour moi et je vais pouvoir regarder derrière et me dire putain c'est moi qui ai fait ça quoi. À Decathlon, oui, tout se passait bien, mais finalement les vraies décisions elles redescendaient du siège. Moi je pouvais y apporter ma patte, ma pierre à l'édifice, mais c'était pas vraiment moi et du coup j'étais frustré de ne pas pouvoir faire ce que je voulais et surtout de ne pas avancer aussi vite que je le voulais parce que tu imagines bien que dans un grand groupe t'es limité quoi. Oui, t'es limité dès que tu veux vraiment aller vite sur un sujet ou tenter quelque chose d'hyper innovant. On te met des barrières, on dit attends. Toi, tu étais entrepreneur sans entreprendre réellement en fait. Tu avais une liberté d'entreprendre, mais en même temps, tu étais limité par un cadre donné par Decathlon. C'est exactement ça. Mon patron me disait toujours ton métier à Decathlon, et encore une fois, c'est une bonne boîte, et j'ai adoré cette boîte, mais c'est comme un terrain de foot. Tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur, toutes les stratégies que tu veux, mais tu n'as pas le droit de sortir du cadre. Et moi, ça m'énervait parce que j'avais envie de sortir du cadre tout le temps. Donc du coup, à un moment, je me suis dit je vais y aller, et puis je vais partir de chez Decathlon. Donc je suis parti sans réellement avoir d'idée de ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais entreprendre. Donc, tu savais pas ce que tu voulais, mais tu savais pas tu savais ce que tu voulais faire. Ouais, exactement. C'est ce que m'on dit en fait. C'est ça, exactement. Tu sais pas ce que tu veux quand tu veux entreprendre, mais tu sais au moins, vraiment je sais ce que tu veux plus. Ouais. Donc je me suis dit c'est l'occasion, j'ai pas de crédit, pas d'enfant, pas de famille entre guillemets, j'ai rien à perdre. Donc j'ai tout quitté du jour au lendemain. Et puis du coup là, je me suis retrouvé chez moi le matin. J'ai mis le réveil à 6h comme je faisais quand j'étais à Decathlon. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est là où on se pose beaucoup de questions et c'est là où il faut avoir une bonne stratégie. Et je me suis dit, la première chose que je vais faire sur l'entrepreneuriat, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, je vais me former. Et là, j'ai fait toutes les formations possibles et inimaginables, des formations que j'ai trouvées sur YouTube gratuites, des formations que j'ai trouvées payantes. J'ai lu beaucoup de livres pour te faire un peu l'historique. J'ai du livre, je pense, pendant au moins 1 an et demi, 2 ans, j'ai lu quasiment un livre par semaine. Un livre par semaine sur l'entrepreneuriat, sur des biographies, toutes des choses. C'est la meilleure façon d'apprendre, je crois. En fait. Moi, c'est pareil, ça fait quasiment 3 ans que j'entreprends.
Les bouquins, c'est la vie. disons que je pense que c'est la meilleure façon de s'instruire à moindre coût, quoi. Non mais c'est ça, bah oui, pour moins de 10 euros, tu as un bouquin qui te sort des tas de théories, des choses géniales et tu peux les relire, replonger dedans régulièrement. Alors oui, je me suis fait les grands classiques, Père riche, Père pauvre, toutes ces choses-là, mais après, plus tu lis, plus tu apprends à avoir des accroches avec un certain style d'écriture, avec certains auteurs, certaines façons de travailler et tout. Et franchement, je pense qu'en 2 ans de lecture, 1 an et demi, 2 ans de lecture, j'ai plus appris qu'en 5 ans d'études. Vraiment, sans mentir, j'ai fait un master et je peux aujourd'hui dire que tout ce que j'utilise, la plupart des choses, c'est dans les livres et les formations que j'ai fait, que ce que j'ai appris j'ai fait un master RH pour information, ce que j'ai appris en master RH. De toute façon, c'est ce qu'on dit aussi en termes d'évolution, développement professionnel et personnel, parce que je pense que les deux sont liés. 1 an dans l'entrepreneuriat, ça équivaut à 7 ans dans le salariat classique, parce que comme tu es limité, tu avances beaucoup moins vite. C'est ça. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils se retrouvent, même si l'argent n'est pas le plus important, mais il y a des gens qui se retrouvent millionnaires très rapidement parce qu'ils apprennent beaucoup plus vite que le système classique, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on a le droit à l'erreur en étant entrepreneur. En étant salarié, mine de rien, l'erreur, on y a mal le droit. Quoi qu'il y a Decathlon, encore une fois, on a le droit à l'erreur et c'est ça qui est bien. Ouais. Mais quand on est salarié, c'est vrai que l'erreur, c'est chaud. Après, on a peur du patron qui va nous regarder, qui va nous mettre un scud directement derrière. Ouais. Là, au moins, quand on est entrepreneur, si on se loupe, c'est pour nous, mais ça nous sert de leçon. On C'est ça. fait une fois des erreurs, j'en ai fait. J'ai fermé une entreprise et j'ai compris pourquoi, j'ai compris quelles étaient mes erreurs. Aujourd'hui, je le fais plus et ça m'a servi grandement. Et tu recommences parce que ça te plaît, parce que tu as envie. Mais ouais, parce que du coup, finalement, la phase la plus excitante quand on monte une entreprise, et aujourd'hui je le dis, c'est la phase de lancement. C'est quand on met les choses en place que ça se lance. Une fois que le bébé tourne tout seul, entre guillemets, c'est plus aussi excitant qu'avant parce que du coup, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Mais le plus dur est fait, quoi. Une fois qu'après ça tourne tout seul, on a envie de passer à autre chose et puis de changer aussi de domaine. J'ai monté des salles de sport. Aujourd'hui, j'ai envie de changer maintenant. C'est pour ça que tu fais plein de choses. Pour ça que tu fais. Ouais, parce que sinon on s'ennuie. Alors après, certains diront que c'est pas bien de faire trop de trucs à la fois, qu'il faut rester focus et tout. Mais je pense que quand on est bien organisé, vraiment, c'est important un peu de multiplier parce que ça permet aussi de te sortir un petit peu la tête du guidon. Te dire, ah, là, je m'en sors pas, puis tu reposes à plat, tu vas sur ton autre business, tu refais ça et puis tu reviens, ainsi de suite. Ouais. Et mine de rien, tout est en corrélation. Des fois, des stratégies que tu mets en place sur un business, eh ben, ça peut te servir pour ton autre et puis ainsi de suite. Donc, Toi, avec Decathlon, je pense qu'à la différence d'un entrepreneur qui démarre de zéro, du moins qui était seulement salarié, toi, avec Decathlon, tu as en fait appris à entreprendre, à gérer une boîte dans une boîte, et ce qui te permet d'avoir une organisation derrière, à être structuré et à réussir du coup à faire plusieurs choses à la fois. Tu as tout résumé. Ouais, chose qui est, je pense, pas fait pour tout le monde au départ. Quand on dit qu'il ne faut pas se disperser, je pense que c'est surtout au départ. Au départ, il faut vraiment avoir son projet, se réussir dans un projet et dans son mindset de se dire je peux le faire, je réussis. Et donc du coup arriver derrière comme ça. Ouais, c'est ça. Après, tu multiplies les choses, mais tu as clairement raison. Le Decathlon, j'avais 2 magasins en plus, j'étais un des seuls directeurs en France, donc ça m'a permis d'avoir un travail d'organisation, de réflexion hyper important qui aujourd'hui me sert tous les jours. Je te montrerai mon agenda Google. Chaque heure, il y a un truc. C'est organisé, j'ai une notification. Je regarde mes mails que le matin. Généralement, je le fais de 7h à 9h. Tu peux m'envoyer un mail à 11h. C'est sûr que je le lirai que demain. Et c'est toutes ces petites tâches, toute cette petite organisation qui te permet de pouvoir gérer plusieurs choses. Mais c'est clair, le faire dès le début, comme tu dis, je ne le conseille pas. Parce que tu peux vite finalement te perdre et puis tu moyennises tout. Tu avances sur rien, tu n'es pas à fond focus sur ton truc et ça ne marche pas. Ok, donc je sais pas si tu en as fini pour ton histoire. Bah oui, parce que du coup on s'est un peu éparpillé, c'est vrai qu'on était parti sur ça. C'était ton histoire à la base, mais bon, tu as monté tes premiers projets au final. Voilà, premier projet en quittant l'entreprise. Première entreprise, j'ai commencé avec du dropshipping. Pour le citer avec Sébastien Sery, j'avais fait une formation. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être repréciser rapidement. Ce que c'est le dropshipping, c'est du e-commerce quoi. En fait, pour faire simple, en 2 secondes, c'est vendre des produits dont tu ne supportes pas le stock. Tu es juste l'intermédiaire entre le client qui vient acheter sur ton site et toi chez ton fournisseur qui envoie le produit à ton client. Tu ne supportes pas le stock, tu as juste à faire de la com et tu ne gères même pas le SAV. Quoique si tu veux bien faire le truc, il vaut mieux gérer le SAV soi-même. En tout cas, voilà, c'est ça le dropshipping. Et pour commencer, c'était génial. J'ai pas eu besoin de beaucoup d'argent pour me lancer. J'ai monté plusieurs sites, des sites de produits de bien-être, des sites de téléachat aussi que j'ai fait. Je reprenais les produits de téléachat de TF1 et puis M6 et tout. Je vendais exactement les mêmes trucs, mais 30% moins cher qu'à la télé. Donc pour moi, c'était facile d'aller chercher mes clients. J'allais sur les forums de ces chaînes de télé-là. Puis je balançais des liens. Et puis après, j'avais fait ça avec des associés. Et puis du coup,
Encore une fois, j'en parle dans le livre, l'association s'est pas très bien terminée entre guillemets, donc on a préféré tout stopper, revendre et puis on a pris ce qu'il y avait à prendre en tout cas. De toute façon, et puis quand ça va plus, surtout avec une équipe, t'en parles dans le bouquin, je vais pas trop spoiler, mais c'est vrai que tu parles de la force de l'équipe. L'équipe c'est super important, mais c'est une force, mais en même temps quand ça va plus, c'est une grosse faiblesse. Ouais, il vaut mieux stopper avant que ça y aille trop loin et d'avoir la maturité de se dire non, là je pense que c'est pas bon et s'arrêter. C'est ce qu'on a fait tous les trois, donc on est bien partis, on est encore en contact aujourd'hui, on est des bons potes, mais voilà, on s'est mis ensemble parce qu'on était potes, on s'est pas mis ensemble parce qu'on avait des compétences complémentaires et c'est ça qui a fait que ça a loupé. Et alors ensuite Ensuite, du coup, après le dropshipping, j'ai monté ma première entreprise qui était une entreprise de service. Du coup, j'aidais les gens à monter les crèches. Je me suis associé avec une infirmière urgentiste qui avait déjà des crèches. Et du coup, on s'est rencontrés dans l'intermédiaire d'un club d'affaires. Et on a bien sympathisé. Elle est assez âgée, entre guillemets. Elle a 53 ans, ça reste jeune évidemment, mais en tout cas elle est beaucoup plus âgée que moi et elle n'est pas du tout familière avec l'informatique, l'organisation, tout ça. Donc moi je lui ai apporté cette compétence-là pour l'aider à développer ses crèches. Et en faisant ça, on s'est rendu compte que ça intéressait beaucoup de personnes avec le bouche à oreille. Et du coup on a jumpé là-dessus. Après derrière j'ai monté une salle de sport. Un concept un petit peu du coq à l'âne, rien à voir, mais en fait la salle de sport ça me passionnait, je fais du fitness, du coup je me dis tiens je vais monter une salle de fitness. C'était le biking qui tournait à l'époque, donc j'en ai profité, j'ai monté une salle de biking sur Reims. Après malheureusement j'ai dû la fermer juste avant le confinement car la personne qui me soulevait la salle, il y a eu des complications en termes de communication, je ne pouvais pas communiquer comme je le voulais, du coup c'était compliqué et j'ai préféré fermer. Et enfin, je suis arrivé sur une entreprise de trottinettes électriques où je suis vendeur, distributeur mais aussi fabricant. J'ai eu la chance d'aller en Chine pour faire fabriquer mon propre modèle de trottinette électrique et ma propre marque. Et aujourd'hui j'ai une boutique sur Reims et j'envisage d'ouvrir 2 autres boutiques l'année prochaine dont je tairai la ville pour le moment parce que c'est un business qui accélère très très vite et c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Donc je ne veux pas prendre de risque de divulguer la ville, mais en tout cas c'est dans le Grand Est, tout ce que je peux dire. Ok, donc du coup en fait là aujourd'hui tu es vraiment arrivé à ce que tu fais au quotidien là, avec les trottinettes, avec ton business. Exactement. Mais alors ce livre-là, c'est arrivé quand? Pourquoi? C'est quoi? C'était un défi? C'était un challenge? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Voilà, dis-nous en plus par rapport à ça du coup. Ok, donc ce livre-là il est parti d'une idée toute bête. En fait j'ai toujours eu envie d'écrire, j'adore écrire, malheureusement j'ai jamais trouvé le temps de le faire. Et quand j'ai commencé à quitter mon boulot, j'ai fait un journal de tout ce que je faisais tous les jours et tout ce que j'apprenais depuis que j'ai quitté mon travail. Et puis arrivé confinement au mois de mars, je me suis dit mince, bloqué chez nous pendant 8 semaines, qu'est-ce que je vais faire? J'avais vraiment strictement rien à faire, rester chez moi à rien faire, c'était impossible pour moi. Donc je me suis dit je vais compiler tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a servi pour monter mes boîtes dans un livre. Et du coup j'ai pris 8 semaines complètes à travailler 6 jours sur 7 sur ce livre-là. Et il a été pondu à la fin du confinement. C'est vraiment top. Moi j'ai participé quelque part au lancement de ton projet. J'étais dans les premiers au courant, je pense. Je pense que tu as été un des premiers à l'acheter d'ailleurs. Et je te remercie parce que tu l'as acheté et j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont demandé de le filer gratuit. Et je te l'ai jamais dit, mais vraiment ça m'a touché de savoir que tu l'avais acheté parce que quand on monte une entreprise, tous les potes arrivent en premier. Et le premier truc qu'ils demandent, c'est qu'est-ce que tu peux m'offrir ou vas-y, file-moi ton livre et tout. Et toi, jamais t'es venu gratter entre guillemets. Et tu m'as même offert plus que le bouquin pour le lancement. Et vraiment là-dessus, ça montre les valeurs que tu as. Parce que je peux te garantir que beaucoup de monde me l'a demandé gratuitement ce bouquin. Et toi, pas une seconde, tu as tenté de négocier quelque chose. Et ça m'a fait vraiment plaisir là-dessus par contre. Ouais, c'est vrai que ça me paraît normal parce que je sais qu'il y a du travail derrière. Je sais que tout travail mérite salaire, mais c'est surtout ça a une valeur et puis c'est surtout pour soutenir les projets moi c'était aussi te rendre aussi quelque part l'appareil de ce que tu m'avais donné parce que tu m'as toujours soutenu et on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, créer des bonnes relations entrepreneuriales et puis soutenir les gens, donner sans attendre en retour, c'est ce que tu as fait pendant 2 ans avec moi et en fait indirectement t'en as récolté. C'est des bonnes valeurs, tout le monde ne pense pas comme ça et ça me fait plaisir de te le dire parce que je pense que je te l'avais jamais dit, j'en suis sûr même. En tout cas, vraiment j'ai apprécié c'est comme ça que le réseau, c'est les bonnes valeurs du réseau, aussi, c'est important. En tout cas, tu m'as fait aussi une belle dédicace. Tu m'as dit JP, pour te permettre de découvrir la création d'entreprise sous un autre angle, en te souhaitant plein de réussite dans tes projets, mais effectivement sous un autre angle, parce que moi j'ai pas découvert l'entrepreneuriat
classique, hein, si on peut dire. Je l'ai découvert à travers l'industrie du marketing relationnel. Je pourrais même être l'objet d'une vidéo que je pourrais faire pour parler de cette belle industrie, malheureusement un petit peu trop mal comprise et aussi mal utilisée par certaines entreprises. Ce n'est pas le sujet du jour, mais simplement que effectivement avec ce livre, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat complètement accessible. C'est simple, c'est ludique, tu utilises beaucoup les images, les paraboles. Tu l'as écrit comme tu parles, donc en fait, exactement. N'importe qui peut même un jeune qui n'a même pas passé son bac, qui pourrait le lire et se projeter pour dans quelques années. Même aujourd'hui, on peut entreprendre un projet. On peut entreprendre même quand on est mineur. Hein. Bah ouais, connais, quand on est ça mineur. peut fonctionner. Il y en a même, je crois, sur Instagram, il y a une fille de. J'ai vu un truc même sur internet. Ouais, ils ont 10, une fille de 8-10 ans qui vend des pas sucettes et qui est déjà millionnaire. Enfin, en France, c'est juste impossible. Quoi. Non, mais c'est clair. Déjà, je pense qu'au niveau de la mentalité. Faire vendre un enfant des choses. Non, mais même au niveau de la mentalité, les parents ne soutiendraient pas forcément son enfant. Même au niveau de la réglementation, entreprendre des projets comme ça de cette envergure en France. C'est clair, légalement, c'est borderline. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que là-bas, ils sont plus ouverts sur la réussite, donc du coup, la réussite à n'importe quel âge. Voilà pourquoi aux États-Unis ça fonctionne. Et ce qui est super en fait avec ce livre-là, c'est que bien sûr, il y a de la théorie, il y a des histoires et des trucs super sympas, mais il y a surtout des outils pratiques en fait à l'intérieur. Franchement, on en reparlera juste après, mais pour établir un business plan, même ne serait-ce que trouver une idée, parce que il y en a qui disent je me lance pas dans l'entrepreneuriat, j'ai pas d'idée. Là, vous pouvez tu donnes même des idées, mais tu donnes surtout en fait des exercices pour trouver sa propre idée en fonction de plein de choses, ses passions. Enfin, c'est juste super quoi. Vraiment super facile à lire. C'est vraiment super. Ce que je propose, c'est qu'on peut peut-être reprendre le plan du livre, rapidement. Pas, ouais. On reprend le plan du livre rapidement. Donc là, j'ai noté comme ça ici, ce sera plus simple pour moi. Du coup, alors ce qui est super, c'est qu'au début du bouquin, tu replaces aussi le contexte, comme on l'a un peu replacé au début de la vidéo. Contexte, tu as écrit ce livre-là pendant le confinement. Pendant le confinement, tu as optimisé ton temps. C'est ça, exactement. Ouais. C'est hyper important de ne pas rester à rien faire. Donc, quitte à rester chez moi, autant faire quelque chose qui puisse servir derrière du monde et tout. Et j'en ai pas parlé, mais tu l'as juste titre dit. C'est que vraiment ce livre, il s'adresse pour tout le monde. C'est pas obligatoire d'avoir fait des études, parce que j'ai vraiment vulgarisé au maximum la création d'entreprise et les outils aussi que je donne, des outils qui sont gratuits. Ouais. Il y a 99% des outils que je cite à l'intérieur qui sont gratuits, donc qui sont accessibles à tout le monde. Ouais. Et je tiens vraiment à préciser, à la différence de certains livres marketing qui vous embrouillent avec des termes techniques ou des théories qui étaient valables il y a 50 ans qui ne le sont plus aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un livre accessible et avec des outils gratuits qui peuvent être utilisés dès demain et par tout le monde. C'est ça. Je voulais juste insister sur ce point-là. C'est vrai que monter une entreprise aujourd'hui, il y a plein de gens qui pourraient se dire mais mais ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup de risques. C'est ça, ouais. Et en fait, non. En fait, pas du tout. On peut entreprendre pour que dalle aujourd'hui. Ouais, vraiment pour, j'ai envie de dire 1 euro si on veut créer la structure. Et encore, même pas, si on crée une auto-entreprise, c'est 0 €. Ouais. Donc finalement, on peut entreprendre. Rien n'empêche de commencer à lancer un business avant d'entreprendre des démarches administratives mais même pour je tester le conseille, je le conseille vivement. Avant de vous attaquer dans toutes les démarches administratives, essayez votre business, testez-le. Je le dis dans le livre pour être sûr que ça fonctionne. C'est clair. Parce qu'en France, tout est payant. Donc le jour où vous allez monter votre entreprise, si vous voulez vraiment un réel statut type une SAS ou autre, vous allez déjà payer avant même d'avoir vendu le premier produit. Et ça c'est pas bon ça. Et donc déjà, avant d'avoir son entreprise, il faut déjà aussi savoir est-ce qu'on est fait pour ça. C'est le premier chapitre en fait de ton livre. Est-ce que vous êtes vraiment fait pour ça? Et c'est super parce que tu poses des questions qui nous met en fait en introspection pour nous-mêmes nous remettre en question et puis appuyer des fois un peu là où ça fait mal. Mais c'est super important parce que quand on est entrepreneur, c'est un miroir qu'on a devant nous en fait. Et quand on est salarié, on peut se dissimuler peut-être derrière tout ça. Mais être entrepreneur, alors c'est fait pour certains et c'est pas fait pour d'autres. Le salariat, c'est super. De toute façon, on en parlait encore à midi. On en reparlait tout à l'heure, on a mangé ensemble à midi. On en parlait, le salariat, c'est excellent, c'est très très bien. Il y a des gens qui seront beaucoup plus épanouis que dans l'entrepreneuriat, mais des gens qui sont comme nous,
salariés et qui ne se sentent pas épanouis en étant salariés parce qu'ils ont besoin d'indépendance. Enfin, il faut tout pour faire un monde. C'est ça. Donc on n'est pas en train de dire qu'être entrepreneur c'est la meilleure chose du non, monde. surtout pas. Ouais, non. C'est simplement que c'est une voie alternative par rapport au contexte d'aujourd'hui, par rapport au fait qu'il y a plein de choses qui se développent. C'est une voie empruntée et qu'il ne faut pas en avoir peur en fait. C'est ça. Ouais. Mais bon, est-ce que vous êtes fait pour ça? Donc restez jusqu'à la fin parce qu'on vous réserve une petite surprise par rapport à ça. Au niveau du chapitre 2, c'est la recherche d'une idée. Ouais. Ça pareil, avoir une idée. La base, c'est quand même important quand on se lance et tout. Et c'est avoir une idée. Souvent les gens disent j'ai plein d'idées ou j'en ai pas du tout. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir une idée rentable. Parce que c'est bien beau d'avoir l'idée, mais il faut que derrière faut qu'elle rémunère. Il faut gagner du pognon. Mais ouais, on n'est pas là pour faire une association. Donc c'est surtout ça que je tiens à parler dans ce chapitre-là. C'est trouver là. Alors peut-être pas forcément l'idée du siècle, parce que je n'aurai pas la parole, la parole n'est pas d'or, je ne vais pas vous aider à trouver l'idée du siècle, mais au moins trouver une idée qui va vous rapporter un minimum d'argent. Pour être sûr de ne pas vous lancer dans une création d'entreprise où vous allez ramer pendant des années avant de vous verser le moindre revenu. Ce qui arrive couramment. C'est symbolique, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on gagne ses premiers euros, c'est quelque chose. En fait, c'est un déclic. Parce que si tu bosses sur ton projet pendant 1 an, 2 ans et que tu ne gagnes pas d'argent, il y a un moment, il y a le doute qui s'installe et comme on dit dans le monde de l'entrepreneuriat, le doute c'est le cancer de l'esprit et quand tu commences à douter, tu doutes de toi, tu doutes de ton projet, tu doutes de plein de choses. Cercle vicieux. Ouais. Et là, ça c'est pas bon. Donc vraiment les clés pour aussi, même si quand on est entrepreneur, l'argent c'est pas le plus important, mais il faut se le dire, on est là pour faire du business et on est là pour rentrer de l'argent. Et même si c'est pas peut-être on fait pas de l'entrepreneuriat pour l'argent, pour devenir riche, les plus riches. Mais vraiment parce que il faut aussi gagner de l'argent. On en a besoin. L'argent, c'est une conséquence, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que ça sera une conséquence. Faites de l'entrepreneuriat parce que c'est votre profil et c'est votre désir au plus profond de vous. Parce que vous avez quelque chose à prouver ou un défi. Mais en tout cas, ne le faites pas uniquement pour l'argent, sinon ça peut être compliqué. En tout cas, ça ne sera pas pérenne dans le temps, ça c'est sûr. Et justement, le chapitre 3, c'est l'argent. Ouais. Ce sujet tabou de l'argent. L'argent, très tabou. Ouais. C'est l'argent. Alors oui, dans une entreprise, l'argent, en fait, plus vous allez apporter plus on apporte de la valeur et plus on gagne d'argent. En fait, c'est ce ça. qu'il faut se dire, c'est apporter de la valeur. Comme tu dis, c'est une conséquence. Et on va. Mais là, au niveau de ce chapitre-là, toi, tu dis justement par rapport à l'argent au départ. Ouais, c'est ça. Au départ du projet. Ouais, beaucoup de monde se pose la question de savoir, moi, j'ai pas d'argent, ou je suis étudiant, ou je suis salarié au SMIC, et j'ai peur de me lancer parce que j'ai pas d'argent. Et il faut savoir qu'en France. Vraiment là-dessus, alors là, autant il y a des choses en France, pour ne pas le citer, les impôts, que je regrette dans ce pays parce qu'on est taxé à fond. Mais alors pour obtenir de l'argent quand on a une idée d'entreprise, c'est vraiment ultra facile. Les banques, croyez-moi, si vous avez un bon dossier, elles prêtent facilement. On peut avoir des subventions avec des associations ou des groupes type Réseau Entreprendre, la BPI France, Initiative, il y a vraiment de multiples façons d'obtenir de l'argent en France. Donc c'est ce que j'essaie de faire comprendre aujourd'hui et de donner des solutions dans ce livre pour aller démarcher tous ces organismes, des business angels, comment aller les démarcher, que leur montrer pour qu'ils vous donnent et qu'ils vous prêtent leur argent. Parce que certains en donnent, certains en prêtent à taux zéro, certains en prêtent à taux réduit. Mais en tout cas, il y a vraiment, faut se dire que si vous avez vraiment une bonne idée, vous trouverez forcément en France quelqu'un qui sera là pour vous écouter et surtout pour vous donner de l'argent. Que ça parte de 100 € jusqu'à plusieurs millions d'euros en France, ça s'obtient, je ne vais pas dire très facilement, mais ça s'obtient. On est accompagné en fait là-dessus. Mais clairement. On pourrait se dire que les entrepreneurs, surtout dans le gouvernement actuel, là aujourd'hui en 2020, on est quand même beaucoup accompagné là-dedans, on appuie beaucoup sur les entreprises. Et il faut juste le savoir et puis c'est ça, faut le savoir. Anto il le fait savoir justement à travers. Je l'ai utilisé pour mes boîtes. Et dans toutes les entreprises que j'ai créées, je n'ai pas pris 1 € auprès des banques. J'ai réussi à obtenir à chaque fois des subventions ou du prêt d'argent et tout. Pas une fois j'ai démarché une banque. Et je donne toutes les astuces, toutes les petites techniques que j'ai utilisées pour pouvoir avoir des subventions et pas sortir 1 € de sa poche. Tout en sachant que, on l'a dit tout à l'heure déjà, mais pour la plupart des choses qu'on peut lancer aujourd'hui, ça ne demande même pas d'argent. Non, mais c'est clair. Pour tester son truc, tester son idée, son projet, ça ne demande pas d'argent au départ. Quoi. Non, faut être malin. Ouais, faut être malin. On le voit plein aujourd'hui avec les business internet, le e-commerce, Instagram. Un ordinateur, une connexion internet, il y en a, ils travaillent de n'importe où dans le monde, ils n'ont pas d'entrepôt, ils n'ont pas de loyer à payer, ils n'ont rien du tout. Et pourtant, les mecs, ils sont, comme on peut dire, indépendants financièrement. Des fois, il y en a qui ne roulent pas sur l'or, mais
Quand on, Mais bon, quand du on- moment que ça correspond à nos valeurs, Exactement. on n'a pas tous besoin de 10 000 euros par mois. Si le mec veut vivre avec 1 000 euros, mais qui vit en Thaïlande et qui travaille sur la plage tous les Ouais. jours, ça sera largement suffisant. Il sera le C'est roi ça. du pétrole avec ça. Exactement. Alors, on en a parlé déjà tout à l'heure, dans le chapitre 4, tu parles du travail d'équipe, Mm. l'importance aussi d'avoir la puissance des associés, de Ouais. l'équipe, un peu le côté mastermind, comme on pourrait dire, le cerveau collectif. Ouais, c'est hyper important. Vraiment, ça, c'est à pas négliger. Je l'ai négligé de mon côté, donc encore une fois, je sais de quoi je parle. Je tire toujours des leçons des mauvaises expériences que j'ai eues. Et là, vraiment, si je devais dire une seule phrase pour résumer ce chapitre-là, c'est associez-vous avec des gens qui ont des compétences complémentaires aux vôtres. Ne tentez aucune association avec des gens qui ont les mêmes compétences que vous, parce que ça ne servira à rien. Vous allez diviser votre revenu par deux, vous allez vous prendre la tête sur certaines choses. Donc non, une association, c'est utile, et démarrer à deux, c'est souvent plus facile que de démarrer seul aussi. C'est pour ça que vraiment, je suis pour le travail d'équipe, mais le bon travail d'équipe, Ouais, avec la bonne équipe. ouais, c'est ça. Des bonnes personnes, et puis ne pas hésiter à changer Ouais, non, quand si il ça faut, va et pas, savoir se dire les choses. Une bonne communication dans une Ouais. entreprise, Carrément, ouais, c'est hyper important. c'est super important. Mm, mm. C'est clair. Alors, le chapitre 5, alors là, on rentre vraiment plus dans on pourrait dire le côté un petit peu plus chiant. Ah, carrément, même totalement chiant, mais Chiant, bon, faut mais le faire malheureusement. Le Moi, c'est côté, ça. voilà, le business plan, étude de marché, le bilan prévisionnel à 3 Ouais, ans, oh là là. voilà les chiffres, les trucs. Mais bon, c'est vrai qu'il faut le Ouais, faire. faut y passer, ouais. Mais ça vient après d'avoir une idée. Mais il y a un moment, il faut le faire. Non, on n'a pas le choix. De toute façon, à un moment donné, le but de son projet, c'est de réussir à le vendre. À le vendre auprès des banques, auprès des futurs partenaires, auprès des futurs associés. Donc du coup, clients aussi, vous allez forcément devoir vendre votre projet un jour ou l'autre. Et pour le vendre, en France et même partout dans le monde, il faut avoir un business plan. Donc ça, on n'y échappe pas, il n'y a pas le choix. Et ça fait peur ce mot business plan, prévisionnel et tout, mais quand on est bien accompagné avec les bons outils, il y a vraiment de très belles choses à faire là-dessus. Et puis aujourd'hui, on a les outils internet, on Ouais, a c'est les clair. logiciels comme Excel. Il faut se dire qu'il y en a qui ont monté des boîtes il y a 50 ans. Avec un C'était papier et pas un la même- stylo. C'était pas la même chose. Tout n'était pas automatisé comme avec Excel aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Franchement, on a un confort aujourd'hui de pouvoir monter une boîte. Il faut du courage, une vision, et puis Ah non, c'est des clair. bons outils. Mais voilà, les bons Ouais, c'est outils, ça. ils sont là, ils sont gratuits, là. encore une fois, j'insiste dessus. Tous les outils, même pour faire des prévisionnels, il y a un outil qui est gratuit dedans. Et aujourd'hui, qu'un comptable malsain, entre guillemets, vous ferait payer 1 500 € pour un prévisionnel, là, vous pouvez le faire vous-même gratuitement. Après, c'est sûr, C'est clair. le mieux, c'est de le faire certifier par un comptable, un expert comptable, en tout cas agréé. Mais voilà, au moins pour démarrer, ça vous donnera une première vision de savoir si votre business est rentable et vous dégagez au moins du résultat. Peut-être pas forcément la première année, mais au moins la deuxième ou la troisième. Parce que si sur 3 ans, vous ne faites pas de résultat, pas sûr que votre business soit très rentable. Ouais. Alors là, vous êtes Jeff Bezos et que comme Amazon, vous serez rentable au bout de 20 ans. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Jeff Bezos. Et t'en parles justement de ce type de business-là, que c'est... Voilà. On vous laissera découvrir tout c'est ça. particulier. On va pas... Ensuite, tu nous parles dans le prochain chapitre de la forme juridique à adopter aussi. Alors, on va pas passer non plus trop de temps à parler de ça, mais voilà, il y a différentes formes juridiques. Oui, différentes formes juridiques pour monter une société. Alors, ça paraît rien. Au début, quand on choisit la forme, on dit on peut prendre au pif, mais après, il faut essayer de voir à long terme et tout. Si vous comptez monter des franchises ou des succursales, il y a des types de sociétés comme des SAS qui sont plus intéressantes. En tout cas, voilà, ça, c'est vraiment du travail d'expert comptable, donc je ne m'attarde pas dessus. Je parle qu'il existe les statuts dans le livre, mais je vous conseille vraiment le jour où vous créez votre société, de vous entourer et de demander des conseils auprès d'experts comptables. J'aime pas le mot comptable d'ailleurs, on va dire des copilotes d'activités qui pourront vous orienter vraiment sur le bon statut à prendre. Mais ne le négligez pas, surtout si vous envisagez de faire une très grosse structure. Et ensuite, le dernier chapitre, tout ce qui touche à la communication, création de logo. Enfin voilà, en gros, c'est plus le côté forme que fond, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai voulu faire ce petit chapitre juste parce que je voyais souvent l'erreur et des fois beaucoup de gens qui s'attardent par exemple sur le logo, qui mettent du temps à le faire et qui s'attardent dans tous les détails. Mais le logo, enfin, quand vous commencez, c'est pas ce qui vous fera vendre. Ne perdez pas votre temps sur cette chose-là et surtout, travaillez pas le logo avant même d'avoir votre idée clairement définie parce que du coup, vous allez user du temps et de l'énergie pour un truc qui n'est pas forcément intéressant. C'est ça. Et la communication, voilà, je l'aborde assez rapidement. Mais juste que vous l'ayez en tête, en fait, c'est vraiment la chose la plus importante quand on monte une boîte. Souvent, il y en a beaucoup qui se plantent parce que du coup, ils ont tout, ils mettent tout en place, mais en termes de com, ils font rien.
et ils espèrent que c'est les amis qui vont parler aux amis et que ça va prendre au bouche-oreille. Mais ça marche jamais comme ça dès le début. Donc vraiment, c'est intéressant de bien se pencher sur la com. S'il n'y a qu'un seul truc où vous devez avoir de l'argent et dépenser de l'argent quand vous commencez une société, peu importe le type de société, c'est la communication. Il ne faut vraiment pas le négliger. Et malheureusement, avec cette crise qu'on a traversée, une erreur que font beaucoup d'entreprises que j'accompagne qui sont en difficulté, c'est que du coup, ils ont serré un petit peu les coûts. Et le premier secteur où ils coupent, c'est la communication. Alors que c'est l'erreur, c'est là où du coup, il faudrait réinjecter après une crise dans la communication pour récupérer des clients. Mais bon, on a beau le dire, après… Surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui explose, je veux dire, c'est… On peut faire de la com à moindre coût, mine de rien, et que ça soit J'ai envie de dire, on doit faire de la com. Aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas présente sur Internet, ça devient compliqué. Hein. Ah ouais, non mais carrément. Et surtout que c'est une publicité, des fois, une page Facebook, ça permet vraiment de donner de l'information à ses clients facilement. Et moi, je peux rebondir par rapport à ça, parce qu'au niveau de ce projet-là que j'ai avec Ton Premier Pas, j'ai passé beaucoup de temps au départ à me dire voilà, je veux le truc, je vais réfléchir à la place de mon client, je vais faire mon logo, je vais faire mon truc. Alors qu'en fait, j'avais juste besoin de parler de ce projet autour de moi et de savoir réellement ce que les gens voulaient, ce que je voulais partager. Et donc j'avais besoin de parler à mes clients, mais j'ai passé beaucoup de temps. En gros, j'ai commencé ce livre par la fin en fait. Ouais, bah, c'est par ça, le côté logo, communication, mais je pense qu'il y en a plein qui font cette erreur. Mais ouais, la plupart du temps, les gens font tout l'inverse, le livre à l'envers, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Et du coup, on perd son temps dans des détails qui, pour notre client, ne va rien lui apporter. Encore une fois, on travaille pour qui? Pour un client. Donc, le plus vite possible, faut aller lui parler. Il ne faut pas s'attarder sur son petit logo et son petite chose et tout. Ça se retravaillera par la suite, parce que le logo, effectivement, est très important. Mais au début, ce n'est pas une condition nécessaire au succès de l'entreprise. Ah, c'est clair. C'est le client le plus important, c'est lui qui va acheter et c'est à lui sur lui qu'il faut se concentrer. Quoi. C'est ça. C'est clair. Et à la fin, un petit chapitre bonus, c'est quoi? C'est une foire aux questions? Ouais, je fais une foire aux questions un petit peu de tout ce que j'ai rencontré durant mon parcours. Moi, en tant que créateur d'entreprise, de les questions que j'ai eues. Et puis, du coup, j'ai suivi le parcours créateur d'entreprise à la CCI. Je l'ai suivi à la Pôle emploi, dans plein d'organismes. Et souvent, les gens autour de moi me posaient régulièrement les mêmes questions. Donc, j'ai voulu faire un melting pot de toutes les questions qu'on peut se poser quand on veut créer sa structure. Ok, bah super. Bon, je pense qu'on a déjà donné pas mal de choses. Après, on va pas raconter tout le bouquin non plus. Mais moi, sinon, j'y suis l'après-midi. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est des choses qui nous passionnent. Je pense qu'on pourrait y parler des heures. Ah, c'est clair, ouais, ça passe tellement vite. Déjà à midi, des sujets super passionnants, c'était top. Alors moi, j'ai envie de te poser une question maintenant. Si tu avais on va dire un conseil ou je sais pas, un truc à donner un petit peu aux auditeurs pour qu'ils fassent peut-être leur premier pas dans un projet entrepreneurial, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Si j'avais un conseil à donner, ça serait lisez beaucoup et formez-vous. Avant de vous jeter à l'eau, c'est la stratégie que j'ai utilisée. Vraiment, je ne le regrette pas aujourd'hui. Avant de passer à l'action et d'y aller tête baissée, formez-vous un minimum. Quittez pas votre boulot sur un coup de tête. Et lancez-vous pas dans l'entrepreneuriat sur un coup de tête. Lisez, formez-vous, apprenez-vous sur vous, essayez bien de vous connaître pour être sûr que vraiment vous ayez l'état d'esprit d'un entrepreneur, parce que sinon vous allez le regretter et du coup quand vous allez rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, vous allez vous rendre compte que c'est finalement pas ce que vous pensiez. Et après, vivre un échec entrepreneurial, ça doit vraiment être compliqué de se dire j'arrête l'entrepreneur et je retourne dans le salariat. Et c'est pour ça que vraiment il faut se former, faut lire, il faut voir si on a vraiment les capacités d'être entrepreneur. Et c'est vraiment le conseil. Connais-toi toi-même. Il y a une expression qui dit ça, vraiment important. J'en ai une autre qui me vient en tête comme ça. Il y a un adage qui dit donne-moi 7 heures pour couper un arbre et j'en passerai 5 à affûter ma hache. Ouais. Je sais pas si tu connais ça. Non, je la connaissais pas, mais je vois bien l'image. Effectivement, c'est pas mal. Ça, parce que si tu vas comme un bourrin, tu ne comprends pas au bout de 7 heures. Mais donc tu en gros, affûter sa hache, c'est exactement ce que tu dis. C'est se former, lire des livres avant d'y aller comme un bourrin, alors qu'on voit que sa hache, elle n'est pas affûtée. Ça sert à rien. On va se bousiller les bras et puis au final, l'arbre ne sera même pas coupé. Alors qu'en fait, il pourrait être coupé en 2 heures. Donc on pourrait dire aussi reculer pour mieux sauter. C'est pas forcément ça, mais le coup de la hache est vraiment bien. Je la connaissais pas, je la ressortirai celle-là. Mais t'inquiète, je dirais qu'elle vient de toi. Mais non, elle va vraiment bien. Je sais plus qui elle est celle-là, mais elle est pas mal. Elle est connue un petit peu dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais c'est exactement ça, voilà. Faut bien. Et j'ai envie de dire, ça tombe bien parce que dans ce projet-là, dans le cadre de ce projet Ton Premier Pas, moi,
ça part un peu de là hein, aussi, hein, c'est de vous aider, vous accompagner, alors bien sûr dans des projets entrepreneuriaux, mais pas que, aussi des projets personnels, pour que chacun puisse apprendre plein de choses dans différents domaines. Entrepreneuriat, mais aussi sport, nutrition, bien-être, enfin des domaines, en gros, voilà, c'est avoir un bon petit sac à dos rempli de plein de choses pour pouvoir arriver au sommet de sa montagne, hein, cette fameuse montagne que je prends en image dans ce projet-là. En tout cas, je pense qu'on va arriver à la fin de cet échange-là. Écoute, merci beaucoup à toi pour merci à toi surtout. Merci pour ces belles valeurs que tu nous as données. Vous pouvez retrouver Anto. Alors on peut te retrouver où si on peut te contacter, on peut te contacter. Ouais, on peut me retrouver dans les bars, en ville. Non, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail anthony.pulby@gmail.com. Après, je suis régulièrement dans une de mes boutiques sur Reims, une boutique de trottinettes électriques qui s'appelle L6 Trottinette & Co, aux 4 rue des Poissonniers. Et du coup, sur un site aussi, je suis accessible, il y a un petit formulaire si vous voulez me contacter, un site que je suis en train de travailler avec le bouquin, un site de formation où je ferai des vidéos sur l'utilisation des outils qui sont présents dans le livre. Et tu as une petite chaîne YouTube aussi, je crois, on en parle Oui, si tu veux, oui, je m'amuse un peu, en tout cas sur une chaîne qui s'appelle Les Patrons, où je fais quelques vidéos où pareil, j'essaie de présenter des outils, toujours encore une fois gratuits avec les mêmes mots, qui sont vraiment utiles à tous les entrepreneurs qui veulent développer leur activité et toutes ces choses-là. J'en dis pas trop, mais en tout cas, vous pouvez aller dessus. Super, écoute, top. En tout cas, on vous mettra tous les liens dans la description pour retrouver tout ça. Et moi, j'aimerais bien vous parler de quelque chose maintenant qu'on vous a concocté, préparé, dans le cadre un petit peu d'un partenariat qu'on peut mettre ensemble. Eh bien, on va vous permettre en fait de découvrir gratuitement le premier chapitre en fait de ce livre-là, qui est justement de savoir si vous êtes fait pour entreprendre. Donc, vous pouvez justement retrouver ce document à télécharger, un PDF dans la description, pour vous tester un petit peu. Et puis derrière, si vous voulez acheter le bouquin, vous pourrez le retrouver. On vous mettra tous les liens qu'il faut dans ce fichier-là, je sais pas, en dessous, enfin bref, je sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais en tout cas, ce sera là. Et puis pour l'achat du livre, on vous mettra également le fichier PDF. Enfin, voilà, il y aura tout ça. Tout ce qu'il faut pour vous procurer ça. En tout cas, pensez, si ce genre de vidéo vous plaît, si ça vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et puis mettre le petit pouce, parce que c'est pas grand chose, mais c'est vrai que ça nous aide aussi dans nos projets pour la visibilité. Ça vous aide vous, ça pourra aussi aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à dire que même si ça vous a pas plu, dites-le aussi. Hein. Ça marche pour l'algorithme, les pouces en bas. Les pouces en bas, c'est clair. Ça joue dans l'algorithme de YouTube. Et puis ça nous aide à délivrer toujours des choses. C'est comme ça qu'on apprend. C'est ça. Pas les mauvaises expériences, mais en tout cas, un avis négatif, c'est un avis constructif et du coup, ça aide à s'améliorer. Exactement. Super. Eh bien, merci beaucoup, Anto. De rien, merci à toi. Attends, avec le Covid, on n'a pas le droit. Tu sais, t'as déjà vu Demolition Man? Tu sais, quand ils se touchent la main comme ça et puis après ils font ça. Faut que tu regardes ce film. On close là-dessus. Allez. Voilà. Comme ça, finale Covid. Voilà.